Bonjour, aujourd'hui on va vous parler d'un ouvrage très important, un ouvrage théâtral, c'est Électre de Jean Giraudoux. Bien entendu, on a vu auparavant, la guerre de Troie n'aura pas lieu. Et par la même occasion, nous aurons le plaisir de vous présenter dans ce cours pour la deuxième année français l'évolution de la dramaturgie moderne et qui s'éloigne par conséquent du drame lui-même et qui s'inspire de la tragédie grecque. En effet, le mythe des Euménides, bien entendu, chez Giraudoux, acquiert une certaine dimension symbolique par le biais, bien sûr, de Clytemnestre, d'Agamemnon, d'Égiste et surtout d'Électre, l'électre autour de laquelle tournent tous les événements. Une évolution d'un concept antithétique. Il y a une antithèse entre, bien entendu, la mort, l'amour, le devoir, le désir, et surtout cette structure épique. Il y a chez Giraudoux, en vérité, un certain décalage par rapport au mythe grec. Il évoque aussi des exemples de manifestations épiques à travers la narration, le roman et paradoxalement la pièce, elle est bien faite. Il y a un élément très important qui s'inscrit dans le cadre de nouveautés, c'est le jardinier. Bien sûr, le jardinier qui doit épouser Électre comme châtiment de sa mère Clytemnestre. Il y a une certaine rivalité entre la mère et sa fille. Il est vrai que Giraudoux cherche volontairement les formes académiques et traditionnelles de la composition théâtrale. Et c'est dans ce sens qu'il semble être un peu routinier. Mais si on s'approche un peu de sa production théâtrale, on va bien entendu déceler le fait qu'il y a un certain tragique de la mort, mais qui s'inscrit dans le cadre de la nostalgie et surtout du désir. Le désir de la sœur pour son frère Oreste, le désir qui ronge Clytemnestre pour Égiste, et c'est là même c'est le secret de ce lien entretenu par Giraudoux entre le passé hellénistique et le présent qui se manifeste en France sous l'occupation allemande. Les éléments constitutifs du drame, tels que le dialogue, la fable, c'est-à-dire l'histoire, et le personnage, sont touchés par l'instabilité du bois. Et ils constituent par là même une certaine romanisation, c'est-à-dire rendre la pièce comme un roman. Il nous faut préciser plusieurs choses. D'abord, la romanisation est un terme bactinien, donc Bactine, de Michael Bactine, pardon, mais nous n'utiliserons pas ce terme très hétérois. Nous essaierons quand même de voir la chose dans son sens le plus profond. Ensuite, notre intérêt ne porte pas, dans le cadre de ce présent travail, à un objet bien précis, mais nous allons voir les axes suivants. Le devoir, la volonté, l'objet de désir, et c'est dans ce cadre que le théâtre manifeste ainsi une certaine idée de la théâtralisation, n'est-ce pas, d'Électre. On lit au début de la scène première une citation du jardinier qui dit, il parle bien sûr du château, la façade est bien d'aplomb étranger. N'écoutez pas ces menteuses, ce qui vous trompe, ce que le corps de droite est construit en pierre gauloise qui suinte à certaines époques de l'année. Les habitants de la ville disent alors que le palais pleure et que le corps de gauche est en marbre d'Argos, lequel, sans qu'on ait jamais su pourquoi, sans soleil soudain, même la nuit. On dit alors que le palais rit. Ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, le palais rit et pleure à la fois. Il y a en présence de ces déesses de la vengeance, la première fille, la deuxième petite fille, etc. Il y a une certaine méconnaissance, n'est-ce pas, de l'histoire et le poids, n'est-ce pas, de la mort
et surtout du châtiment qui se manifeste ainsi. On peut dire que l'étranger qui parle ainsi, il dit « suis-je fou ?» Si Agamemnon vivait, le mariage d'Électre serait la cérémonie de la Grèce et Égiste la donne à un jardinier dont même la famille proteste. Vous n'allez pas me dire qu'Électre est laide au bossu. Le jardinier répond, Électre est la plus belle fille d'Argos. Et par conséquent, on peut voir au plus près comment et dans quelle mesure il y a le châtiment. La beauté va confronter un homme qui n'est pas du même rang social. Le président va dire juste après, tais-toi Agathe, une conscience. Croyez-vous, si les coupables n'oublient pas leurs fautes, si les vaincus n'oublient pas leur défaite, les vainqueurs leur victoire, s'il y a des malédictions, des brouilles, des haines, la faute n'en revient pas à la conscience de l'humanité, ce qui est en toute propension vers le compromis et l'oubli, mais à 10 ou 15 femmes à histoire. Le mot-clé ici, en ce sens, c'est la culpabilité. L'étranger aussi répond, je suis bien de votre avis, 10 ou 15 femmes à histoire ont sauvé le monde de l'égoïsme. Et par la même occasion, on va voir dans cette pièce une notion de l'individualisme face à la société en général. Le président dirait, cet enfant elle-même voit le défaut de votre argument sur nos fautes, nos manques, nos crimes, sur la vérité et s'amasse journellement une triple couche de terre qui étouffe leur pire virulence, l'oubli, la mort et la justice des hommes. Il est fou de ne pas s'en remettre à eux. C'est horrible, un pays où, par la faute du redresseur de tort solitaire, on sent les fantômes, les tuer en demi-sommeil, où il n'y a jamais remise pour les défaillances et les parjures, où imminent toujours le revenant ou le vengeur. Quand le sommeil des coupables continue, après la prescription légale, à être plus agité que le sommeil des innocents, une société est bien compromise à voir Électre, je sens s'agiter en moi les fautes que j'ai commises au berceau. Bien sûr, chacun va sentir cette culpabilité essentielle de l'âme. Dans cette première partie, nous avons essayé de montrer dans quelle mesure il y a le tragique chez Giono.